Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un bilan, si on peut dire, de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour ce faire, on accueille notre député, le député de Berthier, André Villeneuve. Donc, on va faire un résumé des derniers mois, un petit peu ce qui s'est passé de votre côté. Aussi, on parlera du comté aussi. Absolument. Mais on va commencer, mettons, on va ratisser plus large parce évidemment, on est inondé de toutes sortes de nouvelles au niveau national, si on peut dire, avec le gouvernement. On peut dire que les derniers mois, depuis quelques mois, ça brasse, comme on dit, à tous les niveaux. Fait que je vais vous laisser un petit peu faire un résumé, un petit bilan, et puis après, on parlera des sujets un petit peu plus précis, si vous voulez. Ben, écoutez, l'actualité nous nourrit chaque jour, on le sait, puis on en a parlé un petit peu tantôt. On a juste à regarder ce qui a été déposé hier par le gouvernement au niveau de ses offres pour les employés. On a vu notamment pour les infirmières qui, présentement, sont un petit peu dans une certaine ignorance par rapport aux réelles intentions du gouvernement. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le gouvernement ne lui promet pas grand-chose, si ce n'est que le projet de loi 10 du ministre Barrette qui veut mettre fin aux agences donc de santé pour créer des méga structures. Et je peux vous dire une chose, moi, et puis je vous invite à y aller, là, aller dans les CLSC, aller dans les hôpitaux au Québec, aller sur le terrain, rencontrer les infirmières, les infirmiers, les préposés, les médecins, puis demandez-leur si ça lui tente de vivre un autre cauchemar d'une autre structurite, là, où on joue dans une structure, mais le patient est toujours pas au cœur de nos préoccupations. Allez lui demander si ça lui tente pas, mais pas du tout. Et malheureusement, c'est là que le ministre Barrette nous entraîne tout le monde. Et là, en plus, avec la douche froide d'hier, avec les offres du gouvernement, qui, de un, sont pas claires et de deux, qui, assurément, sont faméliques, si on peut dire ça comme ça. Les gens sont vraiment outrés. Alors, c'est pas... On comprend que le gouvernement a décidé de gouverner, non pas par le dialogue, mais par la confrontation. C'est exactement ça qui arrive. Toujours dans l'actualité, on a vu hier aussi les professeurs, les enseignants, enseignantes. C'est un recul pour eux majeur. Et c'est pas un recul pour eux, nécessairement, là, je pense que là où ils sont plus outrés, c'est sûr que c'est au niveau salarial, bien sûr, mais c'est aussi au niveau du ratio élèves-enseignants-enseignantes, où là, on voit que le gouvernement met à risque nos jeunes, parce qu'on avait des ratios, normalement, qui étaient faits en fonction, justement, des élèves qui ont plus de difficultés versus les élèves qui ont une certaine facilité. On s'assurait qu'il y avait un ratio, qu'il y avait un équilibre dans la classe. Et là, le gouvernement vient d'envoyer en éclat cet équilibre-là. Et il ne tiendra plus compte des élèves qui sont en difficulté au niveau du ratio des classes. Alors ça, c'est majeur. On vient, encore une fois, là, malheureusement, là, en tout cas, risquer de pénaliser les plus vulnérables, notamment nos jeunes, puis donner du fil à retordre à nos enseignants qui sont déjà suffisamment débordés, je pense. Il faut valoriser et c'est pas un métier, enseignant, c'est une profession, je tiens à le dire, parce que souvent on parle de métier d'enseignant, mais c'est une profession. Et au contraire, il faut valoriser cette profession-là qui est enseignante. Alors, le gouvernement décide d'y aller par la confrontation. Mais pour répondre plus précisément à votre question, puis si on retourne un peu en arrière, juste parler peut-être du projet de loi 3 où le Parti québécois a décidé d'améliorer le projet de loi 3, c'est le projet de loi sur les régimes de retraite, donc du monde municipal. Oui, donc, d'assurer la santé financière des régimes de retraite et d'assurer leur pérennité. Effectivement, il y avait danger en la demeure. Il faut consolider ces régimes de retraite-là. C'est un peu ce qu'on a fait avec le projet de loi 3. On a réussi à apporter des modifications au projet de loi du gouvernement et on a décidé finalement de ne pas amener le projet de loi en bâillon. Vous savez, nous, dans l'opposition, la seule arme que nous avons dans l'opposition, c'est le temps. On contrôle le temps à l'Assemblée nationale, dans les commissions parlementaires. On peut pousser le gouvernement vers une loi bâillon, c'est-à-dire que là, on dit à l'opposition, vous avez suffisamment jasé. Là, on passe une loi par une assemblée spéciale au Parlement. Et le danger qu'il y avait, c'est que si on procédait de cette façon-là, c'est que le gouvernement aurait pu enlever toutes les bonifications qu'on a apportées au projet de loi 3, les enlever complètement et les passer par bâillon. Alors, moi, je pose la question, est-ce que c'est un plat de lentilles qu'on a réussi à gagner pour les retraités du Québec? Je pense que non. Puis d'ailleurs, poser la question aux retraités, ils vont vous dire qu'effectivement, ce qu'on a réussi à gagner, il faut le préserver, il faut le conserver. C'est pour ça qu'on n'a pas poussé le gouvernement dans ses derniers retranchements puis d'aller avec une loi bâillon parce qu'on ne voulait pas mettre à risque les gains qu'on avait obtenus sur le projet de loi 3. Mais est-ce que vous êtes surpris un peu, là, vous êtes dans l'opposition, de la façon de travailler du gouvernement libéral du gouvernement Couillard, là, depuis quelques mois? Est-ce que vous attendiez, évidemment, c'est des philosophies différentes, mais on parlait beaucoup du déficit zéro, de réduire les dépenses, tout ça, là, mais que ça se passe comme ça?
Surpris, non, mais je dirais outré, et c'est carrément du mépris. Hein. Rappelez-vous 97 avec Lucien Bouchard à l'époque. Lucien Bouchard a fait, le premier ministre de l'époque, avait fait un grand sommet à Québec où il avait réuni toute la société civile, les syndicats, et même à l'époque, le Parti libéral y avait participé, pas de gaieté de cœur, mais il y avait participé, et on avait réussi à se donner un plan, tout le monde ensemble, par le dialogue, un plan pour le retour à l'équilibre. Et ça s'est fait dans le calme et dans la sérénité. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un gouvernement qui gouverne par la confrontation. Alors là, il se met tout le monde à dos. Le risque, parce qu'il y a un risque, puis il est réel, non seulement il est réel, mais je pense qu'il est vraiment à nos portes, là. Le risque, excusez l'anglicisme, là, mais c'est de gripper la machine. Parce que là, quand vous voulez faire des changements majeurs dans une organisation, comme la santé, exemple, parce que le projet de loi 10 de M. Barrette, c'est ça, et que vous mettez tout le monde à dos, le danger, là, c'est que la machine ne réponde plus. Il est là, le danger. Et ça, le gouvernement, actuellement, il fonctionne de cette façon-là dans tous les domaines. Éducation, santé, et on parle des régimes de retraite, pas de dialogue, carrément, là, c'est très totalitaire comme façon de faire. Et nous sommes dans une démocratie, à ce que je sache. Alors, il faut... Surtout éducation, santé, c'est comme les deux gros morceaux, c'est le cœur. Tout à fait. Du Québec, dans le fond, si la machine tourne moins rondement. Écoutez, c'est toujours plus long par le dialogue, mais les résultats sont beaucoup plus périns dans le temps. Alors, les résultats se font sentir beaucoup plus longtemps et le climat social reste serein et calme et détendu. Et les avancées que vous allez faire quand vous le faites dans le dialogue ont une portée beaucoup plus grande. Alors là, il y a un risque réel que le gouvernement vienne tout simplement là, il ne peut pas y avoir autre chose que des reculs de la façon dont le gouvernement fonctionne présentement. Dans le fond, peu importe l'analyse qui a été faite par le Parti libéral, par le gouvernement libéral, la prémisse principale, c'est les chiffres. On réduit les chiffres. Mais vous savez, je l'ai déjà dit, là, mais il y a deux colonnes, hein? Il y a les revenus puis les dépenses. Puis ces deux colonnes-là, c'est pas deux lignes parallèles qui se touchent jamais, comme on a appris en mathématiques, là. C'est pas ça. Au contraire, il y a plein de passerelles qui relient les unes aux autres. Et ces deux colonnes-là doivent se parler. Alors, une coupure dans les dépenses peut entraîner des pertes épouvantables en termes de revenus qui ne seront jamais compensées par la réduction des dépenses qu'on aura faites. Alors là, il y a vraiment, à ce niveau-là, c'est une erreur de calcul du gouvernement qui est lamentable à la limite, là. Alors, c'est pas une bonne façon de fonctionner. Et j'ose espérer, regardez, qu'est-ce qu'il vient de faire le gouvernement, là? Les CLD, les CRE, les Carrefour Jeunesse Emploi. Les CLD, c'est les centres locaux d'emploi. Vous savez, il a décidé qu'il retirait 2/3 de la subvention qu'il donnait, et puis là, maintenant, il les ferme. On vient de perdre une expertise qui s'est bâtie depuis 15 ans, qui font un travail extraordinaire dans nos communautés. Les CRE, Conférence régionale des élus, un organisme de concertation. Ils vont aller où, là, les gens qui sont à la tête d'un organisme régional? Ils vont aller où pour justement assurer une concertation puis assurer un rayonnement régional de leur organisme? Les Carrefour Jeunesse Emploi, avec la nouvelle mouture que le gouvernement impose au Carrefour Jeunesse Emploi, en fait, il ne lui dit pas « Pensez-vous que c'est bon? » Il dit « Non, vous allez faire ça comme ça. » là. Ce qui va arriver, c'est très clair, c'est que 2/3 des jeunes dont les Carrefour Jeunesse s'occupaient, 2/3, 2 jeunes sur 3 là, qui vont se retrouver entre 2 chaises. Ils vont aller où, ces jeunes-là? Ils coupent dans les centres jeunesse. S'il y a un endroit où vraiment, là, comme société, on ne doit vraiment pas couper, c'est bien dans les centres jeunesse. Ces jeunes-là, ils sont vulnérables. Ils vont aller où? Alors là, le gouvernement est à très, très, très courte vue. Ça me fait penser, je donne souvent cette image-là, ça me fait penser, M. Couillard me fait penser à Néron. Vous savez, quand Néron jouait de la lyre puis Rome brûlait, là, bien, c'est exactement ça. Parce que Néron, il n'a pas dit aux Romains, quand ça va être fini de brûler, voici ce à quoi va ressembler Rome. Et M. Couillard, ce qu'il fait présentement, il dit, bien, regardez, on rase tout, puis on ne vous dit pas à quoi ça va ressembler, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ne le savent pas à quoi ça va ressembler. Mais moi, je suis très ouvert au changement. Je n'ai pas de problème avec le changement. Mais le jour où je vous propose un changement, c'est parce que j'ai une vision que je veux vous partager ou que je veux essayer de vous faire adhérer à ma vision. Mais là, aucune vision. On coupe pour couper parce qu'on veut économiser dans la colonne des dépenses. Mais les conséquences dans la colonne des revenus risquent d'être très dramatiques. Et plus que ça, je l'ai dit tantôt, les CLD, c'est majeur. On a là une expertise, des gens qui sont consacrés, qui sont passionnés, qui aident les entrepreneurs. Ils vont aller où, les entrepreneurs, là? Ils vont aller où? Dites-moi ça. Bien là, on arrive, par exemple, comme le CLD ici,
où la MRC va mettre plus d'argent, donc le citoyen va payer. Ah, bien, qui va payer? Donc, Mais est-ce qu'ils vont vouloir faire ça? Est-ce que les élus ont suffisamment de latitude sur le plan financier? Est-ce qu'ils ont suffisamment de latitude? Est-ce qu'ils vont dire aux citoyens, écoutez, on pense que vous avez encore les poches assez profondes. Nous, le gouvernement nous a coupé les 2 tiers de la subvention. On va aller le chercher dans vos poches. Pas sûr, moi, que les élus, puis je me mets à leur place, on ne peut pas éternellement augmenter les taxes et les impôts. Parce que c'est pas vrai, parce que là, les revenus des citoyens ne suivent plus. Les gens, là, moi, je pense que là, ils sont saturés, là. Puis il faut arrêter d'aller avec la méthode facile, piger dans leurs poches pour régler des problèmes. Donc, il y a un pelletage du gouvernement du Québec présentement. C'est ça, puis c'est pas nécessairement parce que le banc de neige à Québec diminue et que celui des municipalités augmente, qu'éventuellement, le payeur de taxes va payer moins à Québec au moment présent. Ah, ça, c'est sûr. Ah, non, ça, c'est certain. Il y a pas... C'est pas un transfert. C'est pas un transfert. C'est une augmentation de part et d'autre, là. Alors, il y a vraiment un problème qui se pointe à l'horizon. Les élus municipaux ne peuvent pas continuellement là, augmenter les taxes municipales pour pallier, justement. Vous savez, puis on dit, bon, mais les municipalités, certaines municipalités ont des surplus. Mais ces surplus-là, c'est les citoyens de la municipalité qui les ont payés, là. Et les maires ont raison de dire, pourquoi moi je prendrais le surplus, puis j'ai plein d'investissements à faire dans mes égouts, mon aqueduc, dans mes chemins, puis je n'ai même pas assez du surplus que j'ai là pour compenser pour tous les retards que j'ai dans ces 3 domaines-là. Mais je vais donner mon surplus au gouvernement du Québec parce qu'il a mal géré. Ça ne marche pas, là. Il n'y a pas personne qui achète ça, là. Non, c'est... Dans le fond, on parle avec le gouvernement de chiffres. C'est de chiffres. Les humains n'ont pas... Bien, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas grand place, là. Oui, puis c'est encore pire que ça parce que ça, c'est à très court terme, mais à moyen terme, on ne sera pas gagnant personne d'une façon de naviguer comme ça à courte vue. Il y a un récif ou deux qui nous attend quelque part, c'est clair. Puis tantôt, on en a parlé un petit peu, mais comme les coupes, évidemment, toutes ces coupes-là, toutes ces décisions-là du gouvernement, dans le comté, on a parlé du CLD, on a parlé, des instances aussi régionales. On a parlé, évidemment, même si on touche au national, au niveau de la santé ou de l'éducation, ça a des répercussions aussi dans le comté, évidemment. Tout à fait. On a des CLSC, on a des hôpitaux Joliette, on a des écoles, évidemment. Fait qu'il y a... Mais ça, évidemment, c'est des choses qui vont vraiment affecter le comté, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Dans le fond, ce genre de bulldozer-là qui avance juste pour rétablir les chiffres, ça a des gros impacts aussi dans un comté comme Berthier qui est déjà un petit peu défavorisé, là. Ça a des impacts majeurs. Écoutez, on était au pouvoir pendant 18 mois, puis je le disais, lorsque finalement on s'est retrouvé à l'opposition, j'avais émis un communiqué en disant ne perdons pas ce bel élan-là qu'on s'est donné dans le comté. Puis c'est vrai qu'on avait un bel élan dans le comté. Il y a des choses qui ont été améliorées de façon notable. Et là, on s'aperçoit qu'on est en train d'aller recul par-dessus recul. C'est pas vrai, je l'ai dit tantôt, je le répète, là, mais c'est pas vrai qu'en santé, les gens veulent la structure. C'est pas vrai. On a des 200 d'attente d'augmentation à l'hôpital de Joliette sur les gens qui attendent en civière plus de 48 heures. Ça n'a pas de bon sens, là. On avait eu des augmentations de 2200 à un moment donné. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et ça, là, les gens sur le terrain, là, moi, j'invite le ministre Barrette, puis je lui ai dit d'ailleurs, allez sur le terrain, venez à Joliette, ils veulent vous voir. Les infirmières à qui j'ai parlé, puis les infirmiers, puis les médecins, là, puis les préposés, ils veulent vous voir parce qu'eux autres, là, des solutions, il y en a à proposer. Vous savez, avoir une vision, là, c'est être capable de partager avec l'ensemble des gens leur point de vue. Parce que c'est ça la définition d'une vision. C'est le partage des points de vue. Et là, le ministre, lui, a son point de vue. C'est pas une vision. Ça c'est un point de vue. C'est vraiment... Moi, je m'en vais là, puis peu importe, on pense avoir la science infuse, on pense qu'on va tout régler avec son propre point de vue. Non, venez sur le terrain, venez parler aux gens, là. Venez les rencontrer, puis vous allez voir qu'ils en ont des idées, eux autres, puis des idées qui ne coûtent pas cher, puis qui vont régler des problèmes concrets que les gens, les patients vivent sur le terrain à chaque jour. On va faire une petite pause et on va poursuivre au retour en parlant, entre autres, du comté, du rôle du député là, dans les derniers mois dans le comté. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Donc, on revient tantôt. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.
On est de retour avec le député du comté de Berthier, André Villeneuve. On fait le bilan des derniers mois. Évidemment, c'est le temps des fêtes, fait que c'est le temps de faire le bilan de notre année avant d'en commencer une nouvelle. On a parlé tantôt de beaucoup de dossiers plus nationaux, mais qui touchent évidemment beaucoup le comté. Et attardons-nous maintenant un peu plus sur notre circonscription, sur Berthier. Évidemment, il y a sûrement plusieurs dossiers qui ont été travaillés ou qui seront travaillés. Qu'est-ce qui se passe dans Berthier présentement? Bien, écoutez, dans Berthier, ce qui se passe présentement, écoute, je l'ai dit tantôt, j'espère juste on ne perdra pas l'élan qu'on s'est donné. On était au gouvernement, nous, pendant 1 an et demi. Et pendant cette année et demie-là, on a réussi à mettre en place ce qu'on appelle l'infirmière rurale. Donc, l'infirmière rurale, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça permet à toutes les municipalités qui participent à ce nouvel outil-là. Ça permet aux municipalités d'avoir un local chez eux et un avant-midi par semaine, dire, bien, écoutez, les personnes qui ont des prises de sang, donc rendez-vous au local, il y a une infirmière qui va être sur place, prise de sang, changement de pansement, donc les choses de base, là, comme ça. Et l'infirmière, se déplace dans les municipalités pour faire ce travail-là. Avant ça, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait un point de service dans une municipalité, puis les municipalités environnantes, bien, devaient... En fait, 30 personnes se déplaçaient pour rencontrer une personne. Ouais. Si on peut l'imaginer comme ça. Là. Alors que là, c'est une personne qui se déplace pour rencontrer 30 personnes. Donc, la dernière en titre, c'est la municipalité de Mandeville, où l'infirmière rurale s'est établie. Donc, dans le sens que, quand je dis s'établit, c'est que une fois par semaine, pendant un avant-midi, tout dépendamment des besoins, puis ça sera évalué au fur et à mesure parce qu'on fait le bilan régulièrement de la situation. Alors ça, c'est un bel exemple de soins de proximité. C'est un exemple que les gens se parlent. Ça veut dire l'agent de santé, le CLSC ou peu importe. Pas juste ça, ne serait-ce que s'il y a des prises de sang, donc s'il y a des prélèvements sanguins, l'infirmière rurale, quand elle est terminée, elle s'en va dans une autre municipalité, mais il faut que les échantillons se rendent à l'hôpital. Donc, il y a une chaîne qui est mise en place. Donc, quand vous parlez de collaboration, c'est exactement ça, où il y a souvent, c'est un bénévole qui a le cours nécessaire pour faire le travail, là, qui va amener les échantillons jusqu'à l'hôpital pour que ceux-ci soient traités dans un temps rapidement. Là. Souvent, c'est ces expériences locales ou régionales-là qu'en haut, la tête du gouvernement devrait écouter. Oui, bien c'est ça. Là, on espère juste une chose, qu'ils ne toucheront pas à ça, parce qu'il y a un coût à ça, effectivement. Il y a un coût, mais le coût versus les bénéfices, c'est pas comparable. Ça coûte très peu cher et ça permet d'avoir un service de proximité. Les gens apprécient beaucoup. Alors ça, c'est un exemple de quand on écoute les gens du milieu. Parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée, là. Hein? C'est des citoyens, à un moment donné, qui étaient exaspérés et qui ont pensé à ça. Et là, c'est mis en place présentement en Mataouini. Et ça commence à s'installer dans d'autres aussi. Alors, c'est un bel exemple de ce que je disais tantôt, que M. Barrette devrait descendre sur le terrain et entendre les gens parce qu'ils ont des excellentes idées à lui proposer, notamment en santé. Parce qu'évidemment, les gens ont plein d'idées. Il y en a qui pourraient fonctionner, d'autres pas, mais je pense... il y aurait un beau tri à faire pour en choisir quelques-unes, puis dans différents domaines. Tout à fait. Juste peut-être un autre sujet, ce serait peut-être le Trans-Canada Énergie Est, le fameux oléoduc qui va traverser le Québec sur 700 km. Il va traverser des zones urbaines, densément peuplées. Il va traverser des zones agricoles sur une très grande partie de son parcours. Trans-Canada Énergie Est. Puis peut-être juste vous dire une chose. D'abord, ce pétrole-là, c'est le pétrole de l'Alberta, donc des sables bitumineux, dit pétrole sale. Ce pétrole-là, on parle de 1 100 000 barils par jour, destiné uniquement à l'exportation. Donc, le Québec n'en retire aucun bénéfice. On a déposé un projet de loi, nous, à l'Assemblée nationale. On ne pense pas que le gouvernement va l'appeler. C'est plutôt rare que le gouvernement appelle un projet de loi d'opposition. Mais le projet de loi vient asseoir la souveraineté du Québec en matière environnementale sur son territoire. C'est un projet de loi qui vient consacrer cette compétence-là qu'a le Québec en matière environnementale, de juger lui-même si un projet a des conséquences ou peut avoir des conséquences sur l'environnement. On espère que le gouvernement va tout de même le regarder. Mais tout ça pour vous dire que ce projet de loi-là, d'acheminer du pétrole de l'Alberta en passant par le Québec pour être exporté. Juste vous dire une chose. Et puis là, on en a la preuve très, très probante, si on regarde sur le plan économique. Là. À chaque fois qu'il sort du pétrole de l'Alberta, le dollar canadien monte. Au Québec, on est un État qui est historiquement manufacturier. Donc, quand le dollar monte, on n'est plus capable de vendre nos produits. On n'est plus capable d'exporter parce qu'ils sont trop chers à exporter. Et là, on a l'exemple, vous avez vu le prix du pétrole qui chute. Qui baisse, ouais. L'Alberta, c'est plus ou moins rentable pour elle d'exporter son pétrole. Elle le garde, donc ils freinent un peu leur exploitation et leur exportation. Et là, notre dollar baisse.
Et là, le Québec, moi, je vous annonce, là, sans trop me tromper, que les prochains mois, là, les chiffres vont s'améliorer pour l'économie du Québec. Pourquoi? Parce qu'on est un État, historiquement, manufacturier, et là, on est capable d'exporter nos produits dans d'autres pays. C'est plus facile. Parce ça que, facilite, oui, ouais. ben oui. Donc, tout ça pour vous dire que ce projet-là de Trans-Canada Énergie Est, nous, en ce cas, au Parti québécois, on est totalement contre. D'abord, sur le plan environnemental. Ensuite, environnemental parce que un pipeline, ça fuit. On ne sait juste pas quand. On ne sait pas puis où et quand. C'est ça. Mais ça, pour avoir des fuites, il y en aura toujours. C'est comme ça. C'est inévitable. Donc, sur le plan environnemental, des conséquences majeures. Puis sur le plan économique, on est perdant. Depuis 10 ans, on a perdu dans le domaine manufacturier au Québec 180 000 emplois, dont 140 000 sont reliés directement aux richesses naturelles de l'Alberta qui font que le dollar est dopé. Alors, quand on parle de péréquation, là, que le Québec profite de la péréquation, là, je dis un instant, là, gardez votre péréquation, redonnez-nous nos 180 000 emplois, là, puis je vous garantis qu'on va performer, puis qu'on n'a pas besoin de péréquation dans la mesure où on est maître chez nous, puis on est capable de s'occuper de notre économie, puis s'occuper de notre environnement nous-mêmes. Toujours dans le domaine un peu pétrolier, hier, le premier ministre Couillard a mentionné en entrevue que le Québec n'irait pas de l'avant avec le pétrole, là, le gaz de schiste là, à ce niveau-là. Ce serait peut-être un pas là, dans la direction qu'on souhaite, que les gens souhaitent. Bien, écoutez, moi, je pense qu'il faut arrêter l'exploitation pétrolière. Il faut faire un virage rapide et majeur en termes d'énergie renouvelable, que ce soit biomasse, solaire, que ce soit éolien ou toute autre énergie thermique au niveau de la chaleur du sol là, pour produire l'électricité. Nous, on l'avait proposé dans notre politique sur l'électrification des transports, parce que vous savez qu'au Québec, le gros problème des GES au Québec vient des transports. Le jour où on règle le problème des transports, on va être pratiquement, j'allais dire, une énergie verte à 100 %, pas tout à fait, mais quand même, c'est là qui est le gros problème, c'est au niveau du transport. On a de plus en plus de voitures électriques sur le chemin, et tant mieux, c'est tant mieux. Oui, alors les gaz de schiste, c'est une question d'environnement, c'est une question, puis ils l'ont dit aussi, au niveau économique, c'était pas rentable. Puis au niveau de l'acceptabilité sociale, on le sait, ça me semble, ça fait longtemps que les gens, rappelez-vous, les gens, ça arrive sud notamment, là, écoutez, ils sont contre ce projet-là pour la qualité de vie, pour les risques environnementaux et tout ce que ça comporte. Se retrouver avec une exploitation gazière là, dans votre cour arrière, c'est pas très agréable, on en conviendra tous. Non, il y a des plus beaux paysages. Ouais. Parlons un petit peu d'agriculture. Évidemment, le comté, c'est beaucoup agricole. Fait que, quels enjeux là, devrait faire face le Québec prochainement, là, mettons, au niveau de l'agriculture, des pêcheries, de l'alimentation? C'est tout des domaines qui nous touchent beaucoup ici. Bien, écoutez, moi, je pense que c'est d'abord avant tout la relève agricole. C'est vraiment là que tout va se jouer. Il faut s'assurer que nos jeunes puissent avoir accès à des terres agricoles à des prix raisonnables. Puis là, bien, on l'a vu, il y a un dossier présentement qui est en train d'émerger. C'est au niveau de l'accaparement des terres agricoles par des fonds d'investissement privés. Pour en nommer un, on a Pangea, entre autres, un fonds d'investissement privé qui est Pangea. Pangea qui est à la tête de ce fonds-là, c'est son nom va me revenir éventuellement. Donc, M. Sirois, M. Charles Sirois, qui est ancien cofondateur de la CAQ. Là. Et donc, les fonds d'investissement privés actuellement achètent des terres et on pense sérieusement que ces achats de terres-là, présentement par des fonds d'investissement, viennent doper, viennent augmenter le prix des terres agricoles. Puis dans le fond, les fonds d'investissement, ils sont là pour faire de l'argent. Je ne pense pas qu'ils soient là nécessairement pour l'agriculture, on s'entend là. Un fonds d'investissement, par définition, ils investissent, c'est parce qu'ils veulent, à un moment donné, collecter des dividendes. Alors, les terres agricoles sont présentement une valeur refuge. Alors donc, on assiste présentement à une accélération de l'appropriation des terres agricoles par des fonds d'investissement. Est-ce que c'est ça qu'on veut au Québec? C'est ça la question qu'il faut se poser fondamentalement. Alors, ce qu'on a fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que le 31 octobre, j'ai envoyé une lettre à la Commission sur l'agriculture pour leur demander que la Commission se saisisse d'un mandat d'initiative sur l'accaparement, sur le phénomène d'accaparement des terres agricoles au Québec. Et la Commission, j'ai fait un plaidoyer là, il y a à peu près une quinzaine de jours auprès de la Commission. Et évidemment, on est minoritaire.
Donc, il fallait convaincre mes collègues libéraux, il fallait les convaincre de la nécessité d'agir et d'avancer dans ce dossier-là. Ils ont accepté. Alors, très heureux. Ils ont accepté. La commission, donc, va se saisir de ce phénomène-là, mandat d'initiative, pour étudier le phénomène de l'accaparement des terres agricoles au Québec par des fonds d'investissement privés. Et on va débuter les travaux dès le mois de février. C'est une bonne nouvelle pour l'agriculture et assurément que la commission va entendre les différents acteurs qui sont dans le dossier pour justement être en mesure de faire des recommandations évidemment, au Parlement, au gouvernement et au ministre de l'Agriculture. Est-ce qu'on sait s'il y a eu ce genre d'acquisition-là dans le comté? Dans le comté, il y en a absolument. Ouais. Absolument. Le comté de la Naudière est ciblé parce que c'est des bonnes terres. Et un fonds d'investissement n'achète pas une terre de roche. Là. C'est ça. Les bonnes terres sont ciblées. Ils achètent les bonnes terres. La Naudière est ciblée. L'Estrie est ciblée. Il y a aussi Kamouraska, Témiscouata et il y a le lac Saint-Jean. Donc, des belles terres, parmi les plus belles terres du Québec qui sont convoitées par ces fonds d'investissement-là. C'est normal. Eux autres, ils veulent un retour sur leur investissement éventuellement. Alors, puis, évidemment, je parle du Québec, mais il faut se rappeler que l'Afrique, il y a 35 millions d'hectares. 35 millions d'hectares, ça, là, c'est 4 fois le Portugal, là, qui ont été achetés, notamment par la Chine. Ça veut dire que les propriétaires terriens africains qui ont vendu pour, je ne sais pas moi, 5 000 $ ou 10 000 $, parce que là-bas, c'est beaucoup d'argent, 5-10 000 $, là, dans 2 ans, 3 ans, ils n'ont plus un sou, ils vont vivre de quoi? Ils n'ont plus de terre, là. Et ça pose un problème. Puis les Chinois, évidemment, vont produire ce qu'ils veulent. Alors, si on a besoin de riz, ça va être du riz. Si on a besoin de coton, ça va être du coton, etc. Donc, on est en train de délocaliser des terres agricoles. Ils restent sur place, mais ils ne serviront pas nécessairement au pays dans lequel ils se trouvent pour nourrir cette population-là. Il y a un problème qui se dessine à l'horizon. Donc, l'Afrique est très touchée. L'Ouest canadien est très touché aussi présentement. Et aux États-Unis, c'est très, très, très visible. Et on a même trouvé, M. Bellemare, et j'ai même dénoncé le cas à la Commission de la protection des terres agricoles, et on a même trouvé, nous, un fonds d'investissement privé qui est alimenté en termes d'argent par de l'argent qui vient d'Asie. Pourtant, on a une loi au Québec, la loi 46, que mon collègue François Gendron a fait voter au Parlement, une loi qui vient baliser l'accaparement des terres par des pays étrangers. Mais là, voyez-vous, par le jeu des passe-passe comptables, et on s'est aperçu qu'il y a un fonds qui est alimenté en argent, un fonds pourtant québécois, qui est alimenté par de l'argent qui vient d'Asie. Alors là, à notre avis, il y a péril à la demeure. Puis, c'est tout. Vous savez, au Québec, 84 des propriétaires, 84 des agriculteurs sont propriétaires de leurs terres. Je pense qu'on a là un modèle intéressant qui fonctionne bien. Est-ce qu'on peut le changer? Est-ce qu'on doit le changer? La question se pose. Posons-nous la question et donnons-nous les mécanismes. Quand on aura répondu à la question, bien, mettons les mécanismes en place pour assurer que le modèle qu'on aura choisi comme société, qu'on puisse l'appliquer. Moi, je l'ai dit tantôt, je n'ai rien contre le changement, mais encore faut-il le faire de façon correcte et mûrie. Donc, c'est un beau dossier et on parle ici de la relève agricole, notamment. Là, ouais. Il nous reste environ 2 minutes. Je pense qu'il y a un gros dossier qui est en marche au Parti québécois. Évidemment, c'est la chefferie, c'est la course à la direction là, du parti. Vous en êtes où dans votre cheminement? Je sais qu'il y a quelques jours environ, là, à Berthier ou à Saint-Cuthbert, il y a eu un congrès d'orientation du parti. Il y avait 4 des candidats qui étaient là. Oui. Mais dans votre cas, vous en êtes rendu où au moment où on se parle? Bien, moi, au mois d'août, j'ai avisé les aspirants ou les potentiels aspirants à la course à la chefferie, parce qu'au mois d'août, c'est encore moins destiné que ce l'est présentement, que moi, je ne prendrais aucune décision par rapport à un choix avant le mois de janvier, même voire février. Et ça, c'est si jamais je prenais position. Alors, ils sont avisés de cela et je leur ai dit que je les surveillais de près et que j'avais un cahier pour chacun d'eux et que je mettais des étoiles, parfois des bonhommes moins souriants quand ils faisaient des... Alors, en fait, mon message était très simple, c'est de dire, moi, j'aimerais une course à la chefferie à laquelle on va s'attaquer aux idées. On va défendre ou s'attaquer à des idées, qu'on va argumenter sur des idées et non pas sur des individus. Alors moi, je leur ai demandé de faire une course. Ils sont capables de le faire, j'en suis convaincu. Et on va avoir droit à des débats extraordinaires parce qu'on a des candidats d'une qualité exceptionnelle. Alors, moi, je veux un débat sur la course à la chefferie qui soit fait dans le respect et dans le respect des idées et non pas avec des attaques sur les individus. Évitons ce chemin de travers-là qui n'est pas un bon chemin à prendre, à mon avis. Alors, mon choix n'est pas fait et c'est tant mieux. Parce que, voyez-vous,
Ils sont très gentils avec moi. Alors, ils sont très gentils avec moi, mais je les regarde aller, et puis je peux vous dire que la population du Québec les regarde aller. Alors, à eux de bien faire les choses, les faire correctement. Tous les candidats vont vous envoyer une carte de. Ah, ça, c'est sûr. Absolument. C'est l'avantage, hein? Oui. Est-ce que ça fait quoi un député là, dans le temps des fêtes, là? Écoutez, moi, à partir de samedi soir à 21h, je tombe officiellement en congé. Mais évidemment, on est toujours disponible si jamais il y avait des urgences. C'est déjà arrivé d'ailleurs. On est toujours disponible si jamais il y a des urgences, s'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes majeurs qui arrivaient. On est là pour... on est quand même en service, on a une boîte vocale, on prend les messages à tous les jours, mais on prend 2 semaines. Moi, honnêtement, là, je prends de 2 à 3 semaines de repos. On vous souhaite un heureux temps des fêtes. Vous aussi, puis à tous vos téléspectateurs. L'an prochain. Ça marche. Merci beaucoup.